France Inter, franceinter.com. Le présent est pour les forts et l'avenir est pour les vertueux. Homère est encore et sera toujours actuel. La Bruyère. 2000 ans d'histoire. C'est une histoire que tout le monde connaît, celle d'une ville assiégée pendant 10 ans pour les beaux yeux d'une femme, et l'aventure d'un homme qui fit un très long voyage pour revenir dans son royaume et retrouver sa femme. L'Iliade et l'Odyssée, dont les héros s'appellent Hélène, Achille, Priam, Hector, Paris, Agamemnon, Ulysse, Télémaque et Pénélope. Les personnages du plus vieux poème connu de la littérature occidentale. 26 000 vers écrits par un aveugle dont on ne sait presque rien et qui, il y a 3000 ans, avait imaginé cette histoire d'amour et de guerre qui commençait par une expédition lancée contre la ville de Troie par le roi de Mycène, Agamemnon. Jamais personne n'a pu vaincre les Troyens. Certains les prétendent invincibles. Le vieux roi Priam se croit intouchable derrière ses hautes murailles. Il est persuadé que le dieu du soleil va le protéger. Mais les dieux protègent uniquement les forts. Hector commande la meilleure armée de tout l'Est. Je les attaquerai avec les plus grandes forces que le monde ait jamais vues. Je veux tous les rois de Grèce avec leur armée. Nous avons besoin d'Achille et de ses myrmidons. Achille. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Cette guerre restera gravée dans l'histoire, ainsi que le nom des héros qui auront combattu. Et cette guerre, la guerre de Troie, est restée gravée non seulement dans l'histoire, mais dans la littérature. Patrick Morantin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le commissaire d'une exposition sur Homère qui se tient actuellement à la BNF. Homère qui est sans doute l'auteur le plus célèbre de toute l'histoire de la littérature, et pourtant, grâce à ses œuvres, et pourtant de lui, on ne sait pratiquement rien. Oui, et je crois qu'il faut aussi rappeler qu'Homère ne parle jamais de lui-même, ce qui est un fait très étonnant pour nous aujourd'hui, qui sommes habitués à voir les auteurs, les écrivains parler beaucoup d'eux-mêmes. Eh bien, Homère ne dit rien de lui-même, ce qui étonnait déjà les anciens et ce qui était un sujet d'admiration. Et même Aristote, dans sa poétique, eh bien, considère ce silence d'Homère comme une qualité, comme une qualité supplémentaire et comme une cause de la beauté de l'œuvre, puisque le poète permet en quelque sorte d'augmenter, une représentation encore plus vive, plus grande dans ses poèmes. Alors aujourd'hui, on a peut-être un peu trop tendance à dire qu'on ne sait rien d'Homère. Ce qui serait peut-être plus juste, c'est de dire qu'on ne sait rien de certains. Parce qu'après tout, reste sa légende, qui est assez riche. Mais vous savez qu'on a considéré qu'Homère n'existait peut-être pas. Pour les anciens, il n'en était pas ainsi. Ils n'ont jamais douté de l'existence d'Homère, même si sa légende revêtait des aspects contradictoires. En tout cas, aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'Homère a existé pensent qu'il aurait vécu aux environs du 8e siècle, avant Jésus-Christ. Que c'était un poète, un aède, on disait en Grèce, oui. C'est-à-dire qu'il chantait, c'était des poèmes. Oui, c'est-à-dire que sa poésie relève vraiment de l'oralité. Et Homère lui-même, dans l'Odyssée, met en scène ces aèdes, Phémios et surtout Démodocos, qui est représenté, qui plus est aveugle et chantant. Oui, les aveugles comme les poètes dont on dit qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Alors vous dites qu'ils vivaient sans doute au 9e siècle avant notre ère, c'est il y a à peu près 3000 ans. C'était quoi la Grèce ? Parce que d'une certaine manière, à travers l'Iliade et l'Odyssée, on découvre la Grèce du temps d'Homère. C'était quoi cette Grèce d'il y a 3000 ans ? C'était avant, il faut le rappeler, parce que pour nous la Grèce c'est Périclès, c'est l'Acropole, c'est le siècle de Périclès, c'est la démocratie, c'est Athènes. C'était pas encore le cas, Patrick Morantin. Oui, nous sommes au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, il y a tout de même plusieurs siècles avant l'époque classique, le 5e siècle. Et c'est vrai qu'avec la littérature grecque, nous sommes tentés de raccourcir les périodes. Alors, ce qui rend les choses peut-être plus difficiles avec l'œuvre d'Homère sur le plan de
des sources historiques et de ce qu'on peut en retenir, eh bien, c'est que ces œuvres sont composites, on pourrait dire, sur le plan des sources historiques. On retrouve des éléments de l'époque même de composition des œuvres, mais on retrouve aussi des éléments historiques d'époques antérieures, jusqu'à l'époque mycénienne. Et donc ce mélange rend difficile l'interprétation. C'est un peu comme la langue d'Homère qui, vous savez, est aussi composite. On trouve des éléments éoliens, ioniens, on a pu dire que c'était une langue artificielle d'ailleurs. On dit aussi que c'est l'époque où elle commençait à s'organiser en cité. C'est vrai que en lisant l'Iliade ou en lisant l'Odyssée, on voit apparaître, notamment dans l'Iliade, dans l'armée que commandait le roi de Mycène ou d'Argos, Agamemnon, il y avait un peu de démocratie, il y avait des institutions qu'on retrouvera plus tard dans la période de Périclès, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire une assemblée. Au fond, on votait pratiquement pour prendre les grandes décisions dans l'armée d'Agamemnon. Oui, il y a l'Assemblée, le Conseil. Effectivement, on retrouve des éléments qui se développent à cette époque archaïque, mais l'ensemble reste toutefois évoque plutôt un monde aristocratique, un monde où ceux qui commandent, ce sont les nobles, ce sont les aristocrates. D'ailleurs, les poèmes d'Homère étaient destinés, les poèmes des Aèdes, des poètes, étaient destinés à l'aristocratie, pas au peuple. Alors c'est souvent la vision qu'on a eue, peut-être aussi parce que les Aèdes que met Homère en scène, récitent, chantent leurs poèmes dans des palais. Donc on a souvent, c'est vrai, associé les œuvres épiques avec un public de nobles, d'aristocrates, c'est vrai. Alors il faut rappeler brièvement, en ce qui concerne l'Iliade, quelle est l'intrigue, si on peut dire. Il s'agit tout commence avec l'enlèvement de la femme du roi de Sparte, Hélène, le roi de Sparte étant Ménélas, qui va se plaindre auprès de son frère Agamemnon, qui décide de coaliser, on a entendu dans cet extrait de film tout à l'heure, tous les Grecs, toute une armée en tout cas, pour aller se venger en faisant le siège de la ville de Troie. Et c'est le début d'un très long siège qui a duré une dizaine d'années jusqu'à ce que la ville tombe entre les mains des Grecs grâce à une célèbre ruse imaginée par Ulysse. Depuis plus de 10 longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Lorsqu'un jour, les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh, Troyens, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs? Oh, Troyens, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieux Ulysse, préparait votre défaite? Les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle retentirent les cris du massacre. Les soldats de Troie, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage. Et c'était l'extrait d'un des très nombreux péplums qui sont inspirés de l'Iliade. Alors, il est question là de la prise de Troie par le fameux cheval imaginé par Ulysse, cette fameuse ruse. Mais en fait, et on l'oublie toujours, dans l'Iliade, ce n'est pas toute la guerre de Troie, ce ne sont pas les 10 ans de siège, mais c'est une toute petite partie, en fait, de ce siège qui est raconté par Homère. Oui, le sujet de l'Iliade n'est pas la guerre de Troie. Et c'est Homère lui-même qui nous donne de façon très précise le sujet de l'épopée, c'est la colère d'Achille. L'action du poème lui-même est brève. On peut compter environ une cinquantaine de jours. Donc c'est une erreur. La colère d'Achille, il faut peut-être rappeler pour quelle raison? Eh bien parce que Agamemnon, le chef de la coalition, le chef de la coalition des Grecs, a pris la captive Briséis qu'Achille avait gagné en quelque sorte comme butin. Donc il a été déshonoré d'une certaine façon et c'est ça le sujet de l'Iliade. Alors c'est souvent une erreur qu'on fait en évoquant l'Iliade, de l'associer, de la considérer comme
purement et simplement l'histoire de la guerre de Troie. Et on retrouve, par exemple, cette tendance dans le film Troy de Brad Pitt, que vous avez peut-être vu. On a entendu un extrait au tout début de l'émission. Où dans ce film, eh bien, les scénaristes ont essayé de raconter toute l'histoire de Troie, depuis l'enlèvement d'Hélène jusqu'à la mort d'Achille. Ce qui, du point de vue artistique d'ailleurs, je pense, est une erreur de vouloir tout raconter de cette façon. Alors donc, il y a eu, c'est un moment simplement de cette guerre dont on s'est demandé si elle avait eu lieu et si même Troie avait vraiment existé. Patrick Brandin, est-ce que je sais qu'on a cherché, des archéologues ont cherché le site de Troie pendant des années. En fait, on n'a trouvé ça que très tardivement, à la fin du 19e siècle. Alors les anciens eux-mêmes ne doutaient pas de l'existence de la guerre de Troie. Mais c'est ce qui a rendu célèbre ces recherches à l'époque moderne. Eh bien, ce sont celles entreprises par Heinrich Schliemann à la fin du 19e siècle. C'était un commerçant allemand. Oui, quelqu'un de très original qui, de manière non conventionnelle, on pourrait dire, s'est entrepris de montrer que Troie avait existé, que Homère disait vrai. Alors, il y a eu d'autres campagnes de fouilles par la suite, et encore récemment, dans les années 80 et 90, l'archéologue allemand Manfred Korfmann a mené des fouilles très importantes. Ce sont les plus longues qui ont été jamais menées à Troie. Et ces recherches ont confirmé que dans l'une des couches d'Hisarlik, vous savez, ce lieu qui se trouve en Turquie, de côté de Troie, dans la partie asiatique de la Turquie. Oui, donc ces dernières recherches auraient confirmé que la Troie homérique existait bien. Ceci dit, comme le plus souvent en ce qui concerne Homère, eh bien, ces conclusions ont été contestées. Je crois que c'est une constante des études homériques, ces polémiques, ces contestations, et même ces conclusions qui sont pourtant très convaincantes, eh bien, ont donné lieu à des débats qu'on peut dire homériques. D'autant plus que les chercheurs ont découvert non pas une ville de Troie, mais plusieurs superposées. Évidemment, avec le temps, on construisait une ville sur une autre et on ne sait plus très bien laquelle a finalement été assiégée. De même que on ne sait pas très bien qui étaient ces Troyens dont parlait Homère. Et assez curieusement d'ailleurs, Homère, dans l'Iliade en tout cas, ne parle jamais des Grecs. Il parlait toujours des Achéens, comme si, au fond, c'était une espèce de guerre civile. Il y avait d'un côté les Achéens et deux autres les Troyens, qui étaient tous des Grecs. Est-ce que c'était des Grecs, les Troyens ? Alors, d'après des travaux assez récents, il semblerait que ceux qui détenaient la citadelle de Troie, qui détenaient Troie, dépendaient de l'Empire hittite, mais d'une façon assez souple, ce qui a permis cette prospérité de la ville de Troie. Mais ce qui est remarquable chez Homère, en tout cas, c'est que il n'y a pas les Grecs d'un côté, les barbares de l'autre. Les Troyens adorent les mêmes dieux, parlent la même langue. Il n'y a pas non plus les bons et les méchants. Il y a une sorte d'impartialité d'Homère. Oui, c'est pas un western. Voilà, ce n'est pas du tout un scénario à la Hollywood. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la profondeur de l'œuvre. Et certains héros comme Hector sont très valorisés. Et puis, il y a une morale aussi dans cette œuvre. Manifestement, on citait en tout début d'émission La Bruyère qui disait « Le présent est pour les forts et les riches, et l'avenir est pour les vertueux et les habiles ». Autrement dit, le présent est pour les forts, c'est-à-dire pour Achille, pour les héros, et l'avenir est pour les vertueux et les habiles, c'est-à-dire Ulysse. Et Homère, ajoutait La Bruyère, est encore et sera toujours actuel. C'est ça un peu la morale de l'histoire, en tout cas celle de la guerre de Troie. D'une certaine manière. Oui, Homère, je crois, nous montre deux voies de l'héroïsme. Deux principales voies, celle d'abord d'Achille, qui incarne la force, la mort héroïque dans la jeunesse, associée à la gloire, oui. Associée à la gloire, mais la mort jeune. Et d'un autre côté, il nous propose cette autre voie incarnée par Ulysse, cette voie de l'héroïsme fondée sur l'intelligence, sur la ruse. Et Homère lui-même, dans l'Iliade, déjà montre une opposition. Rappelez-vous le passage de l'ambassade d'Ulysse auprès d'Achille. Eh bien, Achille, dans sa colère, dira un moment à Ulysse « Je hais comme les portes de la déesse celui qui dit une chose et qui en pense une autre au fond de son cœur. » Et là, on a la déesse, c'est l'enfer. Oui, l'enfer. Donc, on a bien là exprimé par Achille cette opposition
cette opposition, oui. Ceci dit, c'est Ulysse qui va permettre la prise de Troie. Et lorsque vous disiez que Ulysse représentait d'une certaine manière plus l'avenir qu'Achille qui était plus dans le présent, on pourrait dire que Ulysse a les deux, il a tout. Ulysse, c'est celui qui est on pourrait dire en phase avec le présent, qui épouse comme un poulpe. Il est comparé à un poulpe par Homère dans l'Odyssée. Il est celui qui sait anticiper les événements parce qu'il est très proche, il est aux aguets toujours. Quand vous dites qu'il représente l'avenir, il représente aussi la suite justement de l'Iliade, Patrick Morantin, puisqu'il va en devenir, alors qu'il était un peu une espèce de figurant important de l'Iliade, il va devenir le personnage principal de l'Odyssée, c'est-à-dire ce très long voyage qui va le ramener après la guerre de Troie vers sa patrie et dans les bras de sa femme Pénélope, la fidèle Pénélope qui écartait ses soupirants en leur demandant d'attendre qu'elle ait fini de tisser une tapisserie et qui les faisait toutes les nuits justement ça qu'elle avait tissé le jour en attendant le retour de son mari. J'étais le compagnon d'Ulysse. Et pendant nos longues heures de veille, dans l'attente des combats, c'est de toi qu'il parlait toujours. Il te voyait attendre son retour. Dans sa maison, filant de la laine, il revoyait votre chambre et ce grand lit où tu dormais seul. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. Je suis comme une prisonnière, enchaînée à sa promesse, et il n'y a personne qui puisse m'en délivrer. Un chant grec inspiré par l'Odyssée, qui est un poème très différent, tellement différent de l'Iliade d'ailleurs, Patrick Morantin, qu'on s'est demandé si c'est la même personne, autrement dit Homère, qui avait écrit et l'Iliade et l'Odyssée. Oui, autre incertitude. Ce qui est peut-être remarquable aussi entre les deux œuvres, c'est qu'il n'y a strictement aucun épisode qu'on retrouve à la fois dans l'Iliade et l'Odyssée. Si bien que c'est peut-être un des meilleurs arguments d'ailleurs pour ceux qui considèrent qu'un seul auteur est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Parce que s'il y avait eu des contaminations, en quelque sorte des épisodes répétés, eh bien on aurait pu davantage croire que c'était un groupe d'Aède qui l'aurait composé. Alors on fait souvent aussi la même erreur que pour l'Iliade, dont on dit que c'est l'histoire de la guerre de Troie, alors que c'est un récit d'une toute petite partie de la guerre de Troie. On dit que pour l'Odyssée, c'est le récit de tout le voyage d'Ulysse, de la guerre de Troie jusqu'à son retour à Ithaque auprès de Pénélope. Pas du tout, c'est une simple petite partie d'un périple qui aurait duré une dizaine d'années, Patrick Morantin. Oui, on peut même aller plus loin et dire que l'action réelle de l'Odyssée dure en réalité une quarantaine de jours. Elle est même plus brève que celle de l'Iliade. Ce qui donne cette ampleur à l'œuvre dans le temps et dans l'espace, eh bien, ce sont les récits, notamment ceux d'Ulysse, les récits qu'il fait chez les Phéaciens, lorsqu'il raconte ses aventures. Alors on dit aussi que l'Iliade, au fond, c'est un peu le poème de la guerre, de cette guerre de Troie, le poème des hommes, en quelque sorte. L'Odyssée, au contraire, le poème de l'amour, de la paix et des femmes, beaucoup plus présente dans l'Odyssée que dans l'Iliade, et d'ailleurs même beaucoup plus présente que dans la Grèce de l'époque d'Homère, où elles étaient vraiment, elles ne comptaient pas beaucoup. Là, elles sont omniprésentes. Vous vous rappelez par exemple qu'Hélène, on la retrouve dans l'Iliade, mais encore plus encore dans l'Odyssée. Puis il y a bien sûr Pénélope, la fidèle Pénélope, et beaucoup plus de femmes que d'hommes, en tout cas beaucoup plus de femmes que dans l'Iliade. C'est vrai que l'Odyssée est pleine de ces figures féminines, et tout au long de l'œuvre, on pourrait dire que le retour d'Ulysse est jalonné par des rencontres féminines. Et je crois que ça n'est pas du tout un anachronisme que de mettre en avant ces figures féminines dans l'œuvre. Alors vous parliez d'Hélène, c'est vrai qu'une des figures qui fait peut-être le plus le lien entre l'Iliade et l'Odyssée, c'est Hélène, qui est présente dans l'Iliade. Et bien la sûr, femme enlevée, la femme de Ménélas enlevée par Paris.
cause de la guerre de Troie. Cause de la guerre, mais elle est aussi présente dans l'Odyssée, dans un passage très beau d'ailleurs, lorsque Télémaque va chercher des informations sur son père, il se rend chez le fils d'Ulysse et de Pénélope. Il se rend chez Ménélas et il rencontre Hélène, et on a une scène très belle où Hélène nous apparaît de façon très mystérieuse, avec une sorte de candeur un peu étrange. C'est presque féministe en fait l'Odyssée, cette présence et surtout le pouvoir des femmes. Alors là, peut-être que ça devient anachronique. Là, oui, c'est peut-être anachronique, mais en tout cas, je pense que il y a peut-être un enseignement de la part d'Homère dans ce périple d'Ulysse qui se fait à travers des rencontres. Une chose peut-être intéressante à préciser, c'est que ces rencontres d'Ulysse, d'une certaine manière, elles ont un sens. Il y a une progression. Ces rencontres, telles que nous les lisons, elles ne se font pas dans l'ordre réel des rencontres d'Ulysse, puisque vous savez qu'il y a tous ces retours en arrière à cause des récits. Mais si on reconstitue l'ordre réel des rencontres d'Ulysse, eh bien on s'aperçoit que dans un premier temps, il y a un ensemble de figures funestes, cause de malheur, telle Hélène, Circé, Calypso, mais par la suite, finalement, la deuxième moitié, on pourrait dire, de l'œuvre, eh bien, est caractérisée par des rencontres avec des figures lumineuses et bénéfiques. Oui, mais revenons justement à la première, celle auprès de laquelle il est resté pendant les 7 ans, sur les 10 ans qu'a duré son périple, Calypso, la tentatrice d'Ulysse, qui lui proposait de devenir immortel s'il restait auprès d'elle. Si tu m'écoutes, si tu veux rester, l'Olympe connaîtra un nouveau dieu, Ulysse. Immortel. Voilà mon cadeau. Le plus grand cadeau qui ait jamais été fait à un homme. Non. Le seul cadeau royal, c'est la vie. Il est loin le temps où je ne pensais qu'à livrer des combats, où j'essayais de vaincre la fureur des flots. Je resterai celui qui a combattu les dieux et qui n'a jamais été vaincu. Je voudrais que plus tard, si les hommes un jour parlent de moi, qu'ils en parlent avec orgueil et me considèrent comme un des leurs. Ça aussi, c'est une morale, c'est la morale d'Homère, c'est le choix, contrairement à celui d'Achille qui voulait la gloire, quitte à mourir, mais devenir immortel par la gloire. Lui, il veut une vie humaine et il va la rechercher auprès de sa femme. Ça, c'est vraiment la morale de l'Odyssée, en fait, Patrick Morantin. Oui, et nous avons là aussi un trait caractéristique de la personnalité complexe d'Ulysse. Ulysse est ce héros à la fois proche du divin. Il affronte ces figures de l'inhumain que sont les sirènes, le cyclope. Il partage la couche de déesses comme Calypso et Circé. Mais en même temps, une demi-déesse, c'est une nymphe. Ah oui, mais c'est une déesse quand même. Oui. Mais tout en ayant cette proximité avec le divin, qu'il recherche d'ailleurs par sa curiosité, eh bien, il est le héros le plus humain d'Homère. Et il est celui qui refuse l'immortalité que lui propose Calypso. Il refuse l'éternelle jeunesse et finalement il préfère la condition humaine dans sa décrépitude, son vieillissement. Et il dit lui-même à Calypso, mais Pénélope est moins belle que toi, moins grande, elle vieillit, mais je la préfère, je préfère retourner dans ma patrie. Et quitte à défier les dieux omniprésents, ce que nous enseigne aussi l'Iliade et l'Odyssée, c'est la présence évidemment des dieux, alors qu'ils prennent parti, un peu comme des supporters dans un match de foot. Il y en a qui sont pour les Troyens, d'autres pour les Achéens, il y en a qui défendent Ulysse, c'est le cas par exemple d'Athéna, d'autres qui sont plutôt du côté de ses adversaires et qui lui mettent des bâtons dans les roues, comme Aphrodite, comme Poséidon. C'est assez marrant cette présence des dieux dans l'œuvre d'Homère. Oui, ils sont très présents, ils sont tout puissants, mais en même temps, une caractéristique de ce qu'on pourrait appeler la théologie d'Homère, c'est que les héros ont leur part, ils ont leur moire en grec, et les dieux ne peuvent pas enfreindre ce destin. Et lorsque l'heure est venue pour un héros de mourir, eh bien, il mourra. Je crois que c'est important aussi de se rappeler que à côté de cette toute-puissance, cette omniprésence des dieux, il y a la part de destin que possède chaque héros. Et le soutien quand même, par exemple, de Athéna, qui va permettre à Ulysse de surmonter toutes les épreuves qui l'ont attendu avant qu'il rejoigne, qu'il retrouve sa femme Pénélope. Athéna, je te remercie. Divine ou divine déesse, amie de la fidélité terrestre, toi qui as soutenu mon attente,
et protéger notre maison. Sois remercié de son retour. Pénélope. Ulysse, Mon absence a été bien longue. Pourras-tu me la pardonner? tu es de retour, enfin pour toujours. Alors c'était le retour d'Ulysse à Ithaque, la fin de l'Odyssée, qui nous fascine toujours, Patrick Morantin. Ça fascine les géographes qui se sont mis à chercher partout les lieux par lesquels Ulysse avait pu passer. Calypso, ce serait près du détroit de Gibraltar. Il y a aussi Charybde des Scylla, c'est le détroit de Messine. Les lotophages, les mangeurs de lotus qui se trouveraient du côté de l'île de Djerba. Mais ça passionne pas seulement les géographes, ça passionne aussi les écrivains. Car ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comment est-ce que ce poème, qui est un poème chanté, a pu se transmettre comme ça de génération en génération, Patrick Morantin? Eh bien, c'est une longue histoire, et on peut même dire que c'est la plus longue histoire d'un texte pour nous Européens. Pour ce qui concerne l'Antiquité, là encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on peut peut-être dire de la façon la plus certaine, eh bien, c'est que le texte a été fixé, enfin en tout cas, il a été fixé au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Il y aurait une édition officielle établie à Athènes. Sur des volumens, c'est-à-dire des rouleaux de papyrus ou de parchemin, qu'on appelait les volumens, qui étaient manuscrits. Voilà. Ceci dit, auparavant, il se peut que les œuvres d'Homère aient été mises par écrit. On peut imaginer que des rhapsodes, notamment les Homérides qui prétendaient descendre d'Homère, possédaient des manuscrits de l'Iliade et de l'Odyssée, mais c'est très controversé. La grande étape qui suit de manière certaine cette édition officielle d'Athènes, c'est celle qui a pour cadre le musée d'Alexandrie, où les savants alexandrins éditèrent Homère, et leur édition deviendra le texte de référence qu'on va retrouver dans nos manuscrits du Moyen-Âge. Mais je crois important aussi de rappeler que en évoquant ces manuscrits du Moyen-Âge, que le texte grec que nous lisons aujourd'hui, le texte de l'Iliade et de l'Odyssée, repose entièrement sur des manuscrits du Moyen-Âge. Alors ça a inspiré ensuite énormément d'écrivains, ça a été imprimé bien sûr à partir du XVe siècle, ça a inspiré d'autres poèmes, des chansons de gestes, ça a inspiré aussi Dante, ça a inspiré beaucoup plus tard Giraudoux, Joyce ou encore Primo Levi dont nous parlait Pierre Vidal-Naquet dans 2000 ans d'histoire en 2004, 2 ans avant sa disparition. Primo Levi raconte comment il a essayé d'enseigner à un prisonnier, un déporté français, le chant d'Ulysse dans la Divine Comédie. C'est le moment où Dante rencontre Ulysse aux enfers et qu'Ulysse lui raconte comment, en cherchant, n'allant toujours naviguer, il a sombré et les flots se refermèrent sur lui. Et c'est ça que raconte Primo Levi. C'est-à-dire Auschwitz, au fond, l'enfer moderne. Oui, il était dans l'enfer moderne et il a évoqué en aède de l'enfer, la fin, la mort d'Ulysse. C'est une des scènes les plus évocatrices dans l'œuvre de ce grand écrivain. Et ça prouve finalement qu'on n'a peut-être pas, puisque le XXe siècle était celui d'Auschwitz, on n'a peut-être pas suffisamment lu ou interprété ou su interpréter l'œuvre d'Homère, Pierre Vidal-Naquet. Oh, ça, il est sûr que dans Homère, on ne torture pas, on tue. Mais on ne torture pas et on ne gaze pas. C'est vrai que c'est très actuel encore, nous le rappelait Pierre Vidal-Naquet, cette lecture d'Homère. Comment se fait-il que quelque chose qui ait pu être écrit il y a si longtemps puisse être encore tellement actuel, Patrick Morantin, et nous intéresser encore? Eh bien, je crois qu'il y a les héros, il y a les personnages qui ont une complexité, une force, une profondeur. Des personnages comme Ulysse nous touchent toujours. Et il y a l'art d'Homère, un art fait de silence, de discrétion, qui favorise l'appropriation, qui favorise l'interprétation. On pourrait dire que l'Iliade et l'Odyssée sont comme des miroirs aussi dans lesquels on se retrouve, et c'est assez frappant de voir d'ailleurs combien des personnes qui commentent Homère peuvent parler plus d'elles-mêmes que des poèmes. Mais je crois que oui, c'est cette profondeur des personnages associée à une beauté toute extérieure,
on peut aussi dire que ces poèmes sont comme de vastes fresques qui nous charment rien que par leur beauté. Merci Patrick Morantin. Je rappelle que vous êtes un des commissaires de l'exposition Homère sur les traces d'Ulysse qui a lieu jusqu'au 26 mai 2007 à la Bibliothèque nationale de France, au site François Mitterrand à Paris, que vous avez dirigé avec Mathilde Jamin et Olivier Estier le catalogue de cette exposition publié aux éditions de la BNF. Vous avez également présenté et traduit des extraits de l'Odyssée sous le titre Homère, figure de l'amour, publié chez Payot. À lire également Le Monde d'Homère de Pierre Vidal-Naquet, publié chez Perrin et qui m'a aussi beaucoup servi pour préparer cette émission. Vous avez pu entendre des extraits de 2 films, Ulysse de Mario Camerini en DVD aux éditions H2F et 3 de Wolfgang Petersen, disponible en DVD chez Warner Home Video. Tous ces renseignements sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Cédric Lalanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Molière, chef de troupe, et nous recevrons Francis Perrin.